Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va voir les 3 choses à savoir impérativement avant de signer un compromis de vente. Le compromis de vente est un moment crucial lorsque tu es investisseur immobilier débutant. On me demande souvent des conseils sur le compromis de vente en me disant est-ce qu'on le signe chez le notaire, est-ce qu'on le signe en agence immobilière? On peut le signer chez les deux et souvent les agents immobiliers vont nous encourager à venir le signer avec eux en agence. Personnellement, je te déconseille de signer un compromis de vente en agence parce que je préfère que tu sois avec ton notaire qui lui va s'occuper réellement de ton dossier, qui va défendre tes intérêts et ça va être le premier document avant l'acte définitif qui va un petit peu ficeler ton investissement immobilier. Donc il faut vraiment qu'il y ait toutes les conditions nécessaires dedans pour te protéger. Je me place ici en considérant que c'est toi l'acquéreur d'un bien immobilier. Il faut savoir que si tu ne respectes pas certaines règles, certaines conditions sur ton compromis de vente, tu peux vite perdre des milliers d'euros. Donc mon but, c'est vraiment de t'éviter des erreurs et de te protéger au maximum. Première chose à mettre en œuvre pour ton compromis de vente, c'est l'acte en main. De faire un achat acte en main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas à toi, acquéreur, de payer les frais de notaire, c'est au vendeur de les payer. Je t'explique très simplement comment ça se passe. Tu veux acheter un bien à 100 000 euros, tu vas proposer au vendeur un prix aux alentours des 108 000 euros pour englober les frais de notaire et donc le prix du bien ne sera plus de 100 000 mais de 108 000. Tu vas lui payer 108 000 euros et lorsque tu vas aller demander un crédit à la banque, le prix du bien sera de 108 000 euros et pas 100 000 euros. Bien sûr, je simplifie ici. Tu n'as pas forcément pile poil 8% de frais de notaire. Tu peux le calculer précisément sur Internet. Ce qu'il faut simplement se dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'aller chercher des crédits à 110%, même si j'en vois toujours passer chez mes élèves. Le but, ça va être de montrer au banquier que tu achètes un bien. Il va peut-être penser que tu vas amener toi-même les frais de notaire et lui va quand même te financer les frais de dossier, les frais de garantie, les travaux, etc. Mais toi, tu vas être gagnant sur tous les points parce que tu vas finalement avoir englobé les frais de notaire dans ton achat. Au moment de la signature de l'acte final, le notaire va récupérer ses 8 000 euros. Il va en prendre une partie pour lui. Une grosse partie va partir en taxes et en frais pour l'État et le banquier, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ok, ben moi j'ai financé toute l'opération sans les frais de notaire, mais en fait, toi, tu auras gagné sur tous les tableaux. Deuxième point, la valorisation des meubles. Et j'aime bien appeler ça la fausse bonne idée. Je t'explique pourquoi. Lors d'une vente immobilière, tu peux considérer de 2 à 5% de meubles dans le bien que tu achètes, donc de mobilier et donc d'une partie qui n'est pas immobilière. Sur un bien à 200 000 euros par exemple, tu peux considérer jusqu'à 10 000 euros de meubles. Au-delà de ce montant-là, au-delà de ce pourcentage-là, ce qui va se passer, c'est que ça va éveiller les soupçons de l'administration fiscale et c'est pas ce qu'on cherche. Et là, tu vas te dire, super idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frais de notaire, eux, ils sont payables sur la partie immobilière, donc les murs, le bâti, mais pas sur la partie immobilière. Donc c'est super. Donc qu'est-ce qui va se passer sur 10 000 euros de meubles? Il y a forcément 8% de frais de notaire en moins. Donc on va économiser 800 euros de frais de notaire finalement. Mais beaucoup de débutants en restent là. Et pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que tu vas être tenté de faire ça pour économiser un petit peu d'argent sur tes frais de notaire. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que les banquiers, la plupart vont être tentés de ne pas te financer la partie mobilière du bien que tu achètes. Et dans notre exemple, sur les 200 000 euros, peut-être que la banque va te financer seulement 190 000 euros pour enlever en fait les meubles de son calcul. Et donc, pour une économie de frais de notaire de 800 euros, tu vas te retrouver à devoir sortir de ta poche 10 000 euros. Donc vraiment, attention à ça. Personnellement, je préfère ne pas valoriser le mobilier parce que comme ça, je suis tranquille d'un point de vue bancaire et je sais que le banquier, je vais lui demander de me financer la totalité. Il ne sera pas tenté de me financer seulement une partie sans les meubles. Troisième point, les conditions à intégrer à ton compromis de vente pour te protéger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces conditions, il faut les réfléchir en amont. Il faut que ton notaire en informe le vendeur et son notaire. Pourquoi? Parce que lorsque la signature du compromis arrive, il ne faut pas que tu veuilles intégrer plein de conditions en plus, sinon tu risques de froisser la partie vendeuse. Premièrement, pour ce qui concerne le crédit, tu vas mettre des clauses suspensives d'obtention de crédit et tu peux préciser ce que tu as envie sur le sujet. Par exemple, tu peux préciser minimum 20 ans ou minimum 25 ans en fonction de ce que tu souhaites avoir. Tu peux préciser l'enveloppe que tu veux que la banque te finance en englobant les frais de notaire, les travaux et tous les frais associés. Et tu peux aussi mettre un taux d'intérêt maximum à respecter. Ça va te permettre d'être plus tranquille et de pouvoir sortir de la vente sans souci si tu reçois au moins 2 offres de prêt qui ne respectent pas les conditions que tu as déposées justement dans le compromis. Et pourquoi 2? Parce que c'est ce qu'on met d'usage en général, au minimum 2 offres qui ne respectent pas les conditions. Deuxièmement, mettre d'autres clauses suspensives dans ton compromis si besoin, c'est quelque chose à voir avec ton notaire. Premièrement, il y a par exemple tout ce qui est obtention de permis de construire, vérifier
qu'il n'y a pas de servitude sur ton bien, surtout pour une maison ou un terrain. Il faut vérifier qu'il n'y a pas un droit de passage d'une autre personne avec un terrain accolé au tien. Il faut vérifier qu'il n'y a pas d'hypothèque sur le bien et il faut aussi vérifier tout ce qui est accord de copropriété et de mairie. Par exemple, sur l'installation d'une climatisation, il faut que tu aies ces accords-là avant de signer l'acte définitif. Troisième point dans les conditions pour te protéger lors de ton compromis de vente, c'est de mettre une durée assez longue. Je te conseille de mettre une durée de 3 à 4 mois avant de signer l'acte définitif. Forcément, le vendeur voudra réduire au maximum cette durée et toi, il faut que tu essayes de l'allonger à 3-4 mois pour avoir le temps d'aller chercher un bon crédit immobilier, pour avoir le temps de choisir le montage fiscal, de créer une SCI, d'acheter un nom propre. Peu importe, il faut que tu aies le temps de faire ça. Ça, c'est important et rassurant pour toi. Peut-être que le vendeur, lui, va être un petit peu énervé, un petit peu frustré, va pousser pour le faire plus vite, mais c'est à ton notaire de défendre tes intérêts avec le plus de diplomatie possible en expliquant qu'il faut que tu aies le temps d'avoir un crédit, qu'en ce moment, il y a pas mal de délais, que la période est un petit peu compliquée, voilà, pour que tu puisses avoir ce délai suffisant. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube et tu retrouveras un maximum de ressources gratuites que tu peux cliquer, télécharger directement de façon gratuite dans la description de la vidéo. On se voit très vite, c'était Rémi. Ciao, ciao.